Bonjour et bienvenue dans ce nouveau top 5 qui sera un peu différent de ce que j'ai pu faire auparavant, puisqu'on ne va pas parler de cinéma mais de musique. Dans le but de vous faire découvrir des artistes ou des groupes musicaux à l'imagerie et à la thématique liée à l'horreur, et aussi d'éviter de citer encore et toujours les mêmes noms, on va éliminer tout de suite les compositeurs de bandes originales de films. On ne parlera pas non plus des artistes qui ont composé une chanson spécialement pour un film, ce serait trop facile. Pour ce top 5, j'ai eu envie de vous parler de 5 albums originaux composés par des groupes ou artistes de divers courants musicaux, la thématique générale de ces albums étant donc le rapport à l'horreur sous toutes ses formes. Voici donc le top 5 des disques à écouter si vous êtes un fan de films d'horreur. Si vous êtes baigné dans le monde de l'horreur et du rock'n'roll, vous connaissez très certainement les deux mastodontes que sont les punk rockers cultissimes The Misfits et l'icône du shock rock, j'ai nommé Alice Cooper. Les premiers, tout comme le second, sont en effet les précurseurs d'un courant musical qu'on appelle aujourd'hui le horror punk. Un petit frère bâtard du punk rock avec des mélodies simplistes et entraînantes auxquelles on ajoute une thématique horrifique, zombies, vampires et autres bestioles malfaisantes. Eh bien Wednesday 13, c'est ce qu'on pourrait qualifier de fils illégitime entre ces deux groupes. C'est dans les années 90 que Joseph Poole, de son vrai nom, commence à se faire connaître outre-Atlantique avec son groupe au nom à rallonge Frankenstein Drag Queen from Planet 13. Après 4 albums bercés par des mélodies évoquant les morts vivants, les monstres en tout genre et les films de la Hammer, le groupe prend fin en 2002 lorsque Wednesday 13 collabore avec un certain Joey Jordison, alors batteur dans Slipknot, pour former Murder Dolls. Le groupe connaîtra un succès fulgurant mais éphémère, Jordison quittant le navire pour signer chez une grosse maison de disques avec Slipknot. Tant pis pour Murder Dolls, il est temps pour Joseph Poole de voler de ses propres ailes dans un projet solo lui appartenant. Et c'est ainsi que paraît en 2005 le premier album solo de Wednesday 13, avec encore un titre à rallonge, Transylvania 9210, Songs of the Death, Dying and the Dead. Un condensé de 14 titres choisis parmi la centaine qu'il a composé dans son coin suite à la séparation de Murder Dolls, dans lequel le groupe nous propose un horror punk rythmé au refrain accrocheur avec sa voix d'outre-tombe digne d'un mort-vivant. L'énergie positive et la fraîcheur envoyée par les compos, nous rappelant son premier groupe avec maintenant une production plus soignée, plus moderne, contraste avec les paroles morbides évoquant la mort sous toutes ses formes. Wednesday 13 représente la quintessence du horror punk, une musique joviale à l'écoute, mais avec des textes résolument sombres, tout cela au second degré, bien évidemment. Les références aux vieux films d'horreur sont nombreux tout au long de l'écoute, des zombies de Romero en passant par Dario Argento et Lucio Fulci, avec un vibrant hommage à Vincent Price, acteur mythique des films d'horreur des années 40 à 90, en fin d'album. Bien que le style puisse paraître redondant, voire répétitif d'une chanson à l'autre, ça reste relativement varié et les 50 minutes de l'album passent à la vitesse de l'éclair. 2 clips vidéo seront réalisés pour les titres Bad Things et le génial I Walk with a Zombie qui reprend carrément les images de la nuit des morts vivants. Cet album est très certainement le plus travaillé et le plus abouti de toute sa discographie, le genre de disque fun et décontracté à écouter pour Halloween par exemple. Par la suite, même si Murder Dolls se reformera après plusieurs années de pause, Wednesday 13 continuera son projet solo avec de multiples sorties d'albums au contenu plus ou moins qualitatif. J'avoue avoir pris un peu de distance avec l'artiste au bout du 4e album, me lassant du style. Mais je reviens souvent à Transylvania, qui est pour moi ce que son géniteur aura fait de mieux dans sa carrière. Qui dit film extrême, dit musique extrême.
Au risque d'en décevoir quelques-uns, je ne parlerai ni de Rob Zombie ni de Marilyn Manson, qui sont des artistes que j'apprécie modérément, mais trop récurrents chez les amateurs d'horreur. Laissez-moi plutôt vous parler d'un groupe de death metal venu de Belgique, Aborted, et de leur 9e album studio sorti en 2016, Retrogore. Le ton est donné d'entrée de jeu avec ce titre charmant et ce visuel qui fait tout de suite penser au film gore des années 80. L'intro est d'ailleurs directement samplée du chef-d'œuvre italien Della Morte dell'Amore et des références visuelles destinées à la promotion du disque qu'on retrouve également dans le livret nous indiquent tout de suite l'inspiration et la thématique de l'album. Le contenu musical de Retrogore se caractérise quant à lui, comme à son habitude avec ce groupe, par un son dense et compact. Les compositions sont violentes et incisives et ne laissent que peu de répit à l'auditeur. Le groupe belge nous livre ici un brutal death metal teinté de grindcore. La voix du chanteur, qui est la marque de fabrique du groupe, colle parfaitement au rythme de guitare acéré et au blast de batterie ahurissant de technicité et de lourdeur. Les textes, bien que peu compréhensibles à l'oreille du profane, s'inspirent largement des œuvres gore de l'âge d'or des films de genre, de Brian Yuzna à Toby Hooper en passant par Sam Raimi. Les effusions de sang et la barbarie brutale rôdent dans chaque couplet et refrain de cet album. La lourdeur des chansons et les rythmes diaboliquement effrénés font de cette pépite de brutalité un disque explosif à ne pas mettre entre les mains d'un néophyte non initié au death metal. Pas évident en effet de trouver un moment d'accalmie pour reprendre ses esprits dans ce déchaînement de violence rythmique. Ce concept album apporte un vent de fraîcheur au groupe qui ne demandait qu'à se renouveler et qui marque ici un tournant dans sa carrière vers des compositions plus sombres et plus malsaines, délaissant le côté gore brutal rentre-dedans pour des chansons plus alambiquées où les ambiances sont plus travaillées. Le groupe par la suite continuera à asseoir sa notoriété sur la scène du métal extrême, puisqu'il est aujourd'hui un incontournable du label allemand Nuclear Blast, la plus grosse écurie mondiale de ce genre musical. Retrogore, en résumé, c'est un intense voyage d'une rare brutalité dans les méandres des antagonistes des films d'épouvante, qui vous fera vous sentir rincé, lessivé, comme si vous étiez l'unique survivant d'un massacre à la fin du film. Et croyez-moi, pour les avoir vus à plusieurs reprises sur scène, les Belges d'Aborted savent de quoi ils parlent quand ils nous balancent leur violence au travers de la figure. Revenons à un style musical plus accessible à vos petites oreilles fragiles. Dance with the Dead est un duo californien formé il y a une dizaine d'années par deux amis d'enfance bercés par les films d'horreur des années 80 et plus particulièrement par l'univers de John Carpenter. Les sons synthétiques composés lui-même par le cinéaste pour de nombreux de ses films sont la base du travail de Dance with the Dead. On retrouve le son électronique bien reconnaissable de la synthwave, un genre très à la mode ces dernières années, agrémenté d'une section rythmique guitare basse batterie très typée heavy. Le tout donne à cet ensemble un côté très sombre à une musique de base plutôt aérienne et rythmée. Le duo apparaît d'ailleurs dans le documentaire The Rise of the Synths en 2019 qui raconte l'ascension fulgurante de la synthwave, une de leurs chansons est même créditée dans le reportage. Dance with the Dead a sorti plusieurs disques en autoproduction depuis sa création en 2013, dont le dernier en date, Driven to Madness en 2022, dont il est question dans cette vidéo. Si l'album le plus plébiscité du groupe est son prédécesseur, Love to Death, sorti en 2018, Driven to Madness regorge lui aussi de titres qui méritent qu'on tende l'oreille, fortement inspirés des bandes-sons de films ou de jeux vidéo. Petite anecdote, John Carpenter en personne, accompagné de son fils, sont présents sur la piste d'introduction de l'album, de quoi se mettre dans le bain pour la suite. Le style bien particulier du duo fonctionne une nouvelle fois à merveille dans des montagnes russes de distorsions et de sonorités plus entraînantes les unes que les autres, qui vous feront passer un agréable moment. Bien que l'on puisse regretter un manque de moments planants où les atmosphères auraient pu être plus travaillées,
Pour ajouter un côté mystique contemplatif à l'album, il faut reconnaître que les mélodies restent diablement efficaces. Le fait que Dance with the Dead soit un groupe purement instrumental, aucun chant n'est présent dans leur composition, apporte une touche théâtrale à leur musique, donnant à l'ensemble de leurs albums cet aspect de bande originale de film. En effet, sur Driven to Madness comme sur les précédentes sorties du duo, les titres s'enchaînent et s'écoutent en une seule fois, tissant dans notre esprit une toile cinématographique dont nous pouvons nous-mêmes créer le décor et les personnages, l'ambiance sonore en trame de fond étant déjà posée par la musique. A noter que plusieurs clips seront réalisés pour certaines chansons de leur album, pas besoin de vous faire un dessin sur les thématiques abordées. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que Dance with the Dead est vraiment un projet musical visuel en plus d'être une bande-son idéale pour une course-poursuite ou une scène de meurtre, tant le sujet est ici traité avec brio. Preuve en est que le duo californien a montré au fil des années, par ses compositions authentiques et énergiques, qu'il était un groupe majeur de la scène synthwave. Des macabées statiques dans des sous-sols infâmes, comme des algues organiques arrachées du diaphragme. Derrière la vitrine froidement décapitée, une ombre aux fenêtres pourtant inhabitée. Le buste fendu avec acharnement. Actif depuis le milieu des années 90, le rappeur Seth est un artiste autodidacte à l'identité artistique très singulière. Le bonhomme s'inspire des films d'horreur de son adolescence pour proposer un rap violent et frontal, aux paroles véhémentes, en incorporant allègrement des samples de films dans un cocktail détonnant et acide. Son côté travailleur et son inspiration débordante se ressentent d'ailleurs dans sa cadence de composition. Il sort un nouvel album presque tous les ans, sans pour autant diminuer de qualité au fil du temps. Après une trilogie intitulée Inferno, dans laquelle il faisait la part belle au gore et au morbide, Seth sort donc en 2014 son 7e album studio, Culte, au titre aussi évocateur que prometteur. À la vue de la pochette, on sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre. Ça va parler de vieux films d'épouvante typés années 70-80, de morts vivants, de sectes, de la mort en général. Bref, on est en plein dans le sujet. Seth distille donc tout au long de ce disque un rap agressif, hostile, nous contant des histoires toutes plus méchantes et terrifiantes les unes que les autres, dans un style monocorde égal à lui-même. Les références directes au cinéma d'horreur sont nombreuses, plusieurs clins d'œil notamment à Christopher Lee, Freddy Krueger et aussi les films de Fulci. Comme une trame narrative qui revient souvent dans son œuvre, Seth, c'est ce petit gamin inadapté qui n'a jamais voulu suivre les modes de son époque et qui s'est réfugié dans les films d'épouvante, créant grâce à ses influences sa propre signature sonore. Culte est pour ainsi dire l'album qui représente le mieux le style de Seth, avec des instrus toujours pertinentes et calibrées pour que ses mots aient un impact décuplé. Les textes fournis et intelligemment rédigés nous embarquent dans un univers de messe noire peuplé de personnages inquiétants. Le rappeur a d'ailleurs plus d'une corde à son arc, puisqu'en plus d'être le seul et unique maître à bord de son projet, l'auteur-compositeur-interprète s'est lancé dans l'écriture de nouvelles et romans de science-fiction avec une qualité d'écriture indéniable. Le tout à retrouver sur son propre label indépendant, Rap & Revenge. Pour revenir à Culte, cet album reste encore aujourd'hui considéré comme un de ses projets les plus aboutis, tant sur le plan musical que sur l'écriture. Ce disque commence d'ailleurs à marquer un tournant dans la carrière de l'artiste, passant du rap hardcore au rap conscient. Certains titres de Culte commencent déjà à s'éloigner de la thématique de l'horreur pour se pencher sur des problèmes plus terre-à-terre. On pense notamment à Monothéiste, Le Temps d'un hiver ou encore Épitaphe pour un profane. Sur les sorties musicales qui suivront, on retrouvera d'ailleurs plus de textes matures et tournés vers des questions sociales, tout en gardant un côté sombre et pessimiste, la patte du rappeur toujours reconnaissable entre mille. Furoncle suppurant, blessure nauséabonde, l'organisme atteint de lésions profondes. Un gros tas de viande brutalement molesté, répugnante MST, de retour de Thaïlande. Comme Christopher Lee, t'avais les dents longues, mes soucis pieds de terre poussent ta barbe et tes ongles. Rigidité, cadavérique, rigor, mort. Je
ces montagnes hallucinées. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un groupe cher à mon cœur. Et oui, c'est encore du métal, et c'est français. Laissez-moi vous parler de The Great Old Ones. Fondé en 2009 par le bordelais Benjamin Guéry, The Great Old Ones, littéralement les grands anciens en français, est un groupe de post-black metal atmosphérique qui doit son nom à la mythologie Lovecraftienne. Et oui, encore Lovecraft, à qui Benjamin Guéry dédie toute son œuvre. Le groupe sort en 2012 son premier album, Al-Azif, en référence au Necronomicon, sur le label français Les Acteurs de l'Ombre, spécialisé dans le black metal et fer de lance de nombreux groupes de l'Hexagone. Ce premier album, aux sonorités sombres et intenses, introduit parfaitement The Great Old Ones, nous livrant un black metal furieux et désespéré, mais déjà empreint de mélancolie et aux atmosphères planantes. Le succès de cet opus fera grandir la notoriété du groupe jusqu'à la sortie du deuxième album en 2014, Tekilili, dont nous allons maintenant parler. L'album sera cette fois uniquement centré sur le roman Les Montagnes Hallucinées, qui se passe en Antarctique, le titre Tekilili faisant référence aux cris des oiseaux contés par Lovecraft dans le roman. Le disque s'ouvre d'ailleurs par un passage du livre lu en français dans son intro, suivi par une déferlante de sons hypnotisants, mélangés à la noirceur sauvage du black metal, dans un voyage de près d'1 heure au cœur des paysages glaciaux et désolés de l'Antarctique. Les quelques moments de répit de l'album ajoutent une touche de noirceur à l'atmosphère hostile qui se dégage du disque. La menace est toujours présente, le chaos attendu au tournant. Tekilili est une vraie histoire horrifique contée en musique à l'ambiance anxiogène, d'autant plus que le groupe utilise plusieurs pistes de guitare qui, associées à la basse et à la batterie, forment des murs de son infranchissables et désespérés, à l'image de cette terre hostile qu'est l'Antarctique contée dans le roman de Lovecraft. Nous sommes embarqués dans un dédale tortueux de sonorités effroyables et possédées, de la musique noire, terrifiante, tant dans le propos que dans la forme. Le côté théâtral du disque, illustré comme pour tout le reste de la discographie par le talentueux Jeff Grimal, également musicien dans le groupe, propulsera The Great Old Ones sur le devant de la scène. Le retentissant succès de Tekilili servira de catalyseur au groupe qui signera par la suite sur un plus gros label pour sortir 2 autres albums, Esoteric Order of Dagon en 2017 et Cosmicism en 2019, qui connaîtront le même accueil dans la scène black metal. Le groupe, malgré plusieurs mouvements, Benjamin Guéry, tête pensante du projet, aujourd'hui seul membre fondateur encore présent, continue de donner des concerts, avec dernièrement l'idée géniale d'accompagner leurs prestations scéniques par la projection du moyen-métrage de Call of Cthulhu, l'adaptation la plus réussie certainement du célèbre roman de Howard Philip Lovecraft. Merci à celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends avec impatience vos commentaires et vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est toujours bon d'avoir vos retours pour m'améliorer par la suite. Je vous rappelle que mon premier court-métrage, L'emprise du Necronomicon, entièrement réalisé par mes soins, est toujours disponible sur YouTube. Je vous encourage vivement à le visionner, il ne dure que 5 minutes. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo, et également à me rejoindre sur Facebook et TikTok pour suivre l'actualité de mes créations. 2 nouveaux top 5 sont en cours d'écriture, et mon second court-métrage est sur le point d'être terminé. Il ne sera disponible que sur TikTok, format portrait oblige, dans le cadre du concours TikTok Short Film, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire.